Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Eric Van Ballinghem. Bonjour. Bonjour Nicolas Dose. Vous êtes le président de Groupe Physitech. Vous fabriquez des instruments de mesure physico-chimiques portatifs, des spectromètres portables. Vous allez m'expliquer qu'il s'agisse d'ondes d'ailleurs, ou de particules pour mesurer des masses, pour mesurer l'énergie. Alors ces produits sont utilisés, mais vous allez me le décrire, dans plusieurs domaines, le diagnostic immobilier par exemple, les laboratoires, la sécurité, le contrôle des matières, le management de Physitech a pris la majorité du capital, c'était au terme d'un MBO qui s'est achevé il y a un peu plus d'un an. Vous êtes présent un peu partout, on vous trouve en France, dans le Benelux, dans une partie de l'Afrique du Nord, et au terme d'une opération de croissance externe, lorsque vous avez racheté un de vos concurrents allemands, vous êtes depuis présent en Autriche, en Allemagne, au Luxembourg et dans une partie de la Suisse. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'un spectromètre? Donc un spectromètre, ça ressemble à un petit pistolet, une sorte de perceuse quand on le regarde. La plupart ressemblent à ça, effectivement. Donc nos appareils ont la caractéristique d'être portatifs, pour la plupart. Oui. Et un spectromètre, c'est un appareil de mesure scientifique qui permet d'écrire un spectre. Le spectre est une résultante d'une excitation de la matière. L'excitation va donner son nom à l'appareil. Donc l'excitation, ça peut être des rayons X, ça peut être un laser, ça peut être de la lumière. D'accord. Qui sont les gens qui utilisent vos produits? Alors c'est très varié. Dans notre cas, on a 4 domaines d'intervention. On est leader en France dans le domaine du diagnostic immobilier, avec la recherche de plomb dans la peinture. On fait encore de la recherche de plomb dans la peinture? Je crois que c'était fini. Il y a une lutte contre le saturnisme oui, qui n'est pas... ça semble d'un autre temps. Mais on trouve encore régulièrement du plomb dans la peinture qui n'a pas été soit retiré, soit des bâtiments qui n'ont jamais été testés. Ouais. Donc ça existe encore, oui. C'est assez... ça occupe en tout cas environ 10 000 personnes en France qui font ce métier aujourd'hui de rechercher cela. D'accord. Entre autres. Et donc il y a d'autres domaines, vous me disiez Alors ça c'est un des domaines. Un autre domaine très important, c'est le contrôle de matière. Donc contrôle de matière métallique par exemple. Tout ce qui est recyclage des métaux. Quand on veut savoir, on a un morceau de métal, on veut savoir ce qu'il y a dedans, comment le valoriser, et ben nos appareils permettent de dire très précisément la nature des éléments que ce morceau de métal contient. Un autre domaine, c'est par exemple les douanes françaises, sont parmi nos clients. Les douanes françaises sont clientes de Groupe Donc vous pouvez être arrêté un jour par les douanes volantes, et s'ils trouvent dans votre coffre de voiture un sac de poudre blanche inattendue, ils peuvent sortir un petit appareil de leur sacoche qui va permettre de leur confirmer s'il s'agit bien de sucre ou d'autre chose. D'accord. Et il y avait un quatrième domaine, je crois que vous... Il y a le domaine, tout ce qui est également sécuritaire, et ça touche à la moléculaire en fait, et les plastiques qu'on peut également trier, recycler, etc. Donc ça veut dire que par exemple un douanier va utiliser vos instruments de manière très simple et il va en plus avoir une capacité à lire le résultat qui ne demande pas une formation particulière. Tout à fait. Les appareils sont conçus de telle façon qu'ils soient d'une part faciles à mettre en œuvre, donc il faut des interfaces très simples, et qu'également l'interprétation du résultat délivré par l'appareil soit également évidente, pour que quelqu'un qui n'a pas de culture scientifique forcément de base puisse utiliser l'appareil. Et alors, comment ça fonctionne le business model? Vous les vendez, ces matériels? Vous les louez? Alors, on a un mix dans nos produits. Bon, une grande majorité reste en vente uniquement, mais on a développé depuis environ 2011 une part locative non négligeable. Est-ce que le diagnostic immobilier est une activité dominante chez vous? J'ai eu l'intuition que ça devait quand même être assez important. Au sein de la France, oui. Ça reste l'activité dominante dans nos 4 activités françaises. Par contre, depuis le rassemblement avec nos collègues allemands, aujourd'hui, les activités diagnostic immobilier, donc plomb dans la peinture et analyse du métal, par exemple, sont tout à fait équivalentes. D'accord. Les exigences en termes de diagnostic de performance énergétique, c'est pas un domaine sur lequel vous intervenez? Si, on intervient dessus, mais le besoin d'appareils scientifiques est beaucoup moins lourd. Donc on intervient, mais on a du soft, on a des choses, mais c'est beaucoup plus léger. Parce que quand j'ai vu des vidéos sur les produits que vous faites, je me suis souvenu des gens qui viennent dans les appartements et qui prennent les dimensions de la pièce. Ça aussi on le fait. Oui. Ah, vous le faites aussi, ça? Ça c'est la loi Carrez. Voilà, donc là on a la possibilité avec des lasers d'avoir des chiffrages d'une précision redoutable. Hein. Ça on le fait également, bien sûr. On a un logiciel qui après combine l'ensemble des diagnostics pour les notaires par exemple, pour faire leur acte de vente. Alors, quels sont les domaines dans lesquels vous innovez? Parce que j'imagine qu'évidemment, vous êtes un groupe où il y a beaucoup de recherche et développement. Je ne sais pas quelle est la part du chiffre d'affaires qui est consacré à la R&D. Et il y a forcément des domaines sur lesquels vous travaillez et qui sont des innovations à venir. Historiquement, on est distributeur, essentiellement. Et un virage a été pris en 2014, où on a développé notre premier appareil.
Et donc c'est à travers ce premier développement qu'on peut répondre à votre question. On a développé cet appareil en se basant sur l'expérience qu'on avait de nos clients, de retour qu'on avait de nos clients. Et donc là, l'interface, par exemple, a été totalement pensée par rapport aux échos qu'on avait des attentes clients. Et c'est là-dessus surtout qu'on travaille aujourd'hui, parce que d'un point de vue analytique, on sait à peu près ce que les appareils peuvent donner aujourd'hui, mais ce qui devient de plus en plus intéressant, c'est d'aider soit des clients ou des acteurs dans une filière ou une autre à avoir un workflow particulier, donc les aider à ce que l'appareil s'adapte à leur workflow, alors que sinon il faut qu'ils se posent la question à quel moment mon appareil je vais l'utiliser ou qu'est-ce qu'il va me donner comme réponse. Là, on essaie d'intégrer ça de mieux en mieux dans la chaîne de valeur. D'accord, mais c'est ce que vous racontez, parce que vous dites que l'entreprise voit le jour en 1982, c'était un distributeur, vous êtes devenus des concepteurs de produits, et puis il y a eu cette phase de prise de contrôle de l'entreprise par son management. Tout ça, il y a une cohérence dans tous ces événements? Il y a une cohérence parce que déjà, le private equity, donc les LBO qui sont enchaînés, donnent à la fois de l'ambition et des moyens. On est à la fois tiré et poussé pour oser des projets nouveaux. Donc en cela, ça aide. Développer notre produit quand on était uniquement distributeur, c'était un challenge. Et s'il n'y avait pas eu une certaine pression bienveillante du fonds qui nous accompagnait à l'époque, on ne l'aurait peut-être pas fait. Vous parlez d'une pression bienveillante du fonds qui vous accompagnait, mais bon, vous avez repris votre totale liberté par rapport aux investisseurs. Quand on le peut, on aime toujours mieux être indépendant que... Bon, vous citez évidemment, comme tout le monde, la RSE dans les valeurs de l'entreprise. Bon, il y a toujours les valeurs un peu classiques, l'agilité, l'importance de l'humain, ce genre de choses. Mais la RSE, on a toujours envie de savoir ce que vous faites vraiment dans ce domaine, à part en parler. On a déjà mis pas mal de choses en place, en fait. Pour notre taille de société, par exemple, en France, on est moins de 50, et on a mis un CEC en place, il y a déjà 2 ans. On n'était pas du tout obligatoire. Comité social économique, hein, voilà. L'ancêtre, c'était le CHSCT et le comité d'entreprise. Exactement. Donc on a ça qui existe déjà depuis 2 ans. D'un point de vue recyclage de nos propres déchets, on a déjà couvert à peu près tous les domaines. On a des éclairages qui sont uniquement LED, on a des véhicules qui commencent à se verdir, etc. Donc ce côté-là est déjà traité. D'accord. Dans nos produits que l'on conçoit, on essaie de prendre en compte de l'éco-conception. On essaie aussi de travailler sur de la proximité. On travaille par exemple beaucoup avec un ESAT proche de chez nous pour des choses un peu basiques. Et les sociétés qui interviennent dans le développement de nos produits sont essentiellement européennes, pour ne pas aller forcément sourcer des solutions qui pourraient être moins chères potentiellement, mais très lointaines. Donc on se projette un petit peu dans ce cadre-là. Ah ben c'est très concret. C'est très concret, effectivement. Et puis cette année, pour la première fois, on publie nos comptes chaque année, à peu près en avril. Et cette année, pour la première fois, on va associer ces comptes économiques à un premier bilan RSE, qui deviendra ensuite annuel. Ah ben on attend la publication de vos comptes au mois d'avril. Merci d'avoir été avec nous, Eric Van Ballinghem, le président du groupe Physitech. Merci à vous.